Si ta vie amoureuse était un film, là, ça serait quel genre de film puis quel titre tu lui donnerais? Ce qui revient, c'est que c'est un thème important pour les hommes. Ça occupe une grande place dans leur vie. Mais c'était vraiment une expérience de vulnérabilité puis une expérience, je dirais, de croissance ou d'évolutivité, si on veut, là, tu sais. Il y en a qui me disaient, de relation en relation, même si c'est difficile, je grandis. Le terrain conjugal, mais amoureux, c'est une voie d'accès direct à la sensibilité des hommes. C'est un terrain d'entraînement, finalement. Fait que pour moi, la vie amoureuse des hommes, ça donne accès à cette sensibilité-là, mais ça nous projette aussi dans le paradoxe d'une masculinité, disons, soit plus traditionnelle, virile, et une masculinité, disons, romantique. C'est comme si ces deux modèles pas simples à habiter, d'être un homme sensible, amoureux, puis d'être un homme, un vrai, mettons, t'sais. Pour les hommes, avoir accès à leur sensibilité, c'est quand même pas si facile que ça. Être sensible, c'est aussi être vulnérable. Ça met les hommes, ça met les femmes, plusieurs aussi, mal à l'aise de voir un homme qui finalement, il a plus trop l'air d'un homme. T'sais. Y a-tu moyen d'arrêter de retransmettre tout le temps les mêmes valeurs de la même façon sans trop qu'on s'en rende compte? Et on a vraiment un effort conscient, collectif et individuel de se réapproprier ça, cette parole-là de l'intime, et de la partager. C'est quoi le projet alors? Auquel on convie tout le monde en regard des réalités masculines, là, ben c'est peut-être celui-là, tu sais, d'investir une parole sensible, intime, reliante, authentique, au bénéfice de tout le monde, des hommes, des femmes, des enfants, là. Salut Sacha, Salut, Dan. comment tu vas? Ça va bien, toi aussi? Oui, c'est bien le Oui, fun, c'est commencé. oui, c'est dans Tu brises la glace, fait que merci pour ça. Je vais te présenter un petit peu, Sacha. Tu es directeur du département de psychosociologie et de travail social à l'Université du Québec à Rimouski, professeur et Je chercheur. l'étais jusqu'en décembre. Ah, OK, le mandat a changé à ce niveau-là, Oui, oui, c'est Diane maintenant. mais tu es encore professeur et chercheur là-bas. Ouais. Tu as complété un doctorat en service social à l'Université Laval qui abordait la rupture amoureuse vécue par les jeunes hommes. Tu as été impliqué de près dans différentes équipes et regroupements de recherche sur les hommes et la masculinité. Tu es membre chercheur du pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes. Tes intérêts en recherche et formation concernent les réalités masculines, l'amour, la rupture, les pratiques de groupe, les questions du sens, de la vulnérabilité et du souci de soi. Puis plus récemment, tu t'intéresses aux expériences, pratiques et postures esthétiques et à la phénoménologie du beau en recherche, en intervention et en formation. Ça, c'est toi. Je vérifie, est-ce que tu as besoin de dire quelque chose, comment tu débutes, comment tu te sens ou ça va? Je sens l'homme sensible là, et son stress, disons, mais Oui. surtout l'excitation d'être là avec vous et avec tout le monde là, pour cet événement-là. Je t'ai demandé de participer à ce colloque-là. Euh, ben, j'ai lu ton doctorat pour ma propre maîtrise. J'ai aimé ce que j'ai vu. Et aussi, on m'a parlé de toi, honnêtement. Et tu as fait une entrevue avec Sébastien. On s'est rencontrés aussi. Puis une chose qui m'a motivé, Sacha, c'est ta profondeur et ta sensibilité comme homme. C'est pour ça que j'avais envie que tu sois là. Puis quand j'ai pensé à ton thème, tu sais, il y a une espèce d'adage qui dit que les gars, pour eux, s'engager, c'est comme se mettre la corde au cou. Ça m'a toujours frappé d'entendre ça. Puis toi qui fais maintenant un travail là-dessus, sur l'amour chez les hommes, j'aimerais ça que tu nous dises exactement où ça en est. Oui, parfait. Je t'écoute. On t'écoute. Parfait. Merci Yvan, merci tout le monde. Donc, je commence, j'ai une quarantaine de minutes, hein, c'est bien Oui. ça? Donc, parfait. Donc, la vie amoureuse des hommes. Parler des histoires amoureuses, c'est quelque chose que j'aurais pas été capable de faire il y a quelques années. J'ai l'impression qu'on change les hommes, puis qu'une ouverture se fait, que les carapaces se défont. À cause de la vision que je me faisais avant d'un homme qui doit être tough, puis sportif, comme le joueur de hockey que j'étais, je me disais,
Si je parle de moi, je suis une tapette. Le gros stéréotype, là. Ouais. Mais je savais qu'en dedans de moi, je correspondais pas à ça. Pourtant, je me le faisais à croire. C'est pour ça qu'avec les rencontres que j'ai faites dans ma vie, ça m'a apaisé. Ça m'a fait faire une rencontre avec moi-même. Je me suis rendu compte qu'être un homme, c'est aussi pleurer, ressentir des choses puis les partager. Avant, j'avais une grosse façade. Là, j'en ai encore une, mais je suis capable de m'ouvrir beaucoup plus dans un contexte où j'ai confiance avec des gens que j'aime. Ce que vous venez d'entendre, c'est la citation d'un des participants du projet de recherche duquel je vais vous parler aujourd'hui. Évidemment, tous les récits ont été anonymisés pour pas qu'on puisse reconnaître les personnes, mais j'avais vraiment envie de laisser les hommes parler davantage que moi. Donc, je me sens un peu comme leur relais ou leur porte-voix aujourd'hui. Je trouvais que ça commençait bien un colloque aussi sur la sensibilité des hommes que de convier des paroles sensibles de plusieurs hommes. Ce que vous voyez aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais à l'arrière de moi, il y a un mur avec des Ah ouais? colonnes de papier. Ça se trouve être des récits d'hommes. Tous les récits des participants du projet duquel je vais vous parler aujourd'hui sont affichés sur ce mur dans mon atelier, si on veut, de chercheur. J'ai Wow. ici là, à Rimouski. Fait que chaque colonne, c'est le récit de vie amoureuse d'un homme. Et je vais vraiment aller piger dans ces différents récits-là pour vous partager des aperçus, des paroles. On va entendre ces hommes-là à travers, je pense, largement à travers moi là, aujourd'hui dans ma conférence. Donc, il était 18, puis je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure de comment j'ai fait ce projet-là assez rapidement parce que je veux mettre vraiment l'accent sur mais qu'est-ce qu'on retrouve dans ces histoires-là. Hmm. Je vous dirais que j'aurais aimé dans l'idéal que tout le monde puisse y avoir accès à ces récits-là, les lire, être devant ce mur-là, puis ressentir qu'est-ce qu'on peut ressentir justement. Il y a quelque chose qui était bouleversant en tout cas moi quand j'ai installé ce mur-là la première fois. Mhm. Fait que moi, je veux prendre la parole, mais donner la parole finalement pour participer à rendre visible cette sensibilité-là des hommes. Ce que tu nommais d'entrée de jeu dans le colloque tout à l'heure, c'est quelque chose qui me tient à cœur comme projet depuis pas mal de temps. J'aime beaucoup ça, cette idée-là, de s'intéresser à ce thème de la sensibilité des hommes. Je trouve qu'on est dans une période critique d'un type, d'une forme de masculin et de masculinité et de ses effets, de ses dérives, je dirais, qui ont des impacts sur tout le monde. Je pense vraiment que c'est une critique qui est importante. C'est pas la première fois. Je pense que c'est peut-être pas la dernière non plus, mais je pense que ça s'impose puis qu'on doit même la poursuivre, cette critique-là. Mais je pense qu'il manque une voie, disons, alternative, une voie complémentaire, collective, comme un projet de société aussi qu'on peut proposer aux hommes et à leurs proches, dans lequel ils vont se reconnaître et ils vont avoir envie de s'embarquer finalement. Puis je trouve que celui d'interpeller la sensibilité masculine ou les hommes sensibles, peu importe comment on veut l'adresser, c'est une piste prometteuse que la vôtre, courageuse aussi. En écho à des groupes que j'ai connus en recherche, en intervention, à des organismes même qui naissent plus dans l'espace sociopolitique actuellement. Je pense à Des hommes qui changent, qui est un de vos partenaires, je crois, là, du colloque. Mhm. Des livres récents aussi, comme ceux de Jablonka, Planck, qui ont vraiment abordé ces aspects-là plus de l'homme sensible, si on veut, dans sa partie qui peut grandir. Donc, comme si ça viendrait donner un projet, je trouve, en équilibre et complémentaire en lien avec cette critique qui reste, à mon avis, inachevée et importante par ailleurs. Dans mon parcours, moi, de gars sensible, du petit gars hypersensible jusqu'à celui, disons, si j'ose me qualifier comme ça, d'homme sensible, dans mon rapport aux émotions, à la vulnérabilité, espèce de paradoxe dominant-vulnérable, là, ça m'a vraiment conduit à questionner ma relation à une forme imposée que je sentais qui m'était imposée d'être homme ou de masculinité, qui me convenait pas tant. J'ai même parfois eu honte de cette forme-là. Je sais que tu vas sûrement en reparler dans ta propre conférence en fin de colloque, là. Mais moi, ça m'a amené vraiment à m'engager, puis à m'engager, je dirais d'abord dans une profession sensible. Moi, je suis en travail social, c'est là que j'ai fait mes études universitaires. Rapidement, je me suis retrouvé dans l'organisme justement dont parlait François Olivier, que je connais bien, Autonomie. Et là, vraiment, j'ai trouvé des hommes et des femmes en démarche, en quête, assumée, mais aussi critique. Bref, des frères, des pères de cœur spirituels, des oncles spirituels même. Puis en intervention, puis en recherche, j'ai continué à m'engager dans ces champs-là aussi, par l'enseignement par la suite. J'ai continué à trouver des alliés, là, hommes, femmes, tout humains finalement, là, euh, comme notamment dans le pôle de recherche sur la santé et le bien-être des hommes, l'équipe masculinité-société dont tu parlais. Il y a beaucoup de choses qui se font sur ces thèmes-là depuis longtemps.
Mais cette nouvelle parole masculine-là que vous avez opérationnalisée dans ce beau colloque m'apparaît vraiment quelque chose de novateur et de pertinent. Fait que c'est vraiment, tu l'as nommé d'entrée de jeu tout à l'heure, Yvan, je me suis intéressé à la rupture amoureuse, par la suite à l'amour vécu par les hommes. Et c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui, là, la vie amoureuse des hommes. Et je la conçois à ce moment-ci en lien avec le colloque, notamment comme une voie d'accès, un chemin pour les hommes puis leurs proches vers plus de sensibilité. Puis on va voir que, à mon avis, le parcours ou la vie amoureuse, ça vulnérabilise. Puis la vulnérabilité, c'est une occasion qui est à saisir, qui peut donner accès à plus de sensibilité chez les hommes, d'authenticité, de justesse, de cohérence personnelle, relationnelle et sociale. Mhm. Donc, quelques mots peut-être sur le projet de recherche. Puis j'ai décidé de ne pas vous partager finalement là, un PowerPoint. Là, je m'en sers là, pour me donner des idées, puis je vais m'en servir pour partager les récits, mais j'avais envie vraiment qu'on puisse se sentir un petit peu plus ensemble, et alors que parfois on présente un PowerPoint, ça occupe plus l'écran. Même si je ne vois pas qui est présent, j'imagine les gens sympathiques et nombreux. Puisqu'on ne les voit pas, on peut les imaginer comme on veut, mais Intéressé, une centaine d'intéressés. intéressés, une centaine, hein, vous disiez? Ouais. Tout à l'heure, c'est vraiment super. Donc, ce projet-là de recherche, l'objectif principal, c'était vraiment de décrire, comprendre les trajectoires puis le sens des expériences amoureuses et de couple vécues par des hommes au Québec. Ça, c'était l'objectif, disons, plus formel. Officieusement, c'est sûr que je m'intéressais, que je voulais donner une porte, une voix, un espace pour entendre cette parole-là rare, collectivement rare, à mon avis, celle de l'intimité des hommes, de la sensibilité des hommes. Quand on les connaît ou quand on en a des pas loin sensibles, on le sait, mais c'est pas des choses qu'on entend si souvent que ça, je trouve, socialement. En termes de métaux, 2-3 mots peut-être juste pour situer là, le contexte, qu'on puisse comprendre là, ce que je vais présenter par la suite. C'est sûr que c'est une recherche qu'on appelle qualitative, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé à la parole des personnes elles-mêmes. J'ai rencontré 18 personnes. J'ai croisé les histoires de vie et la phénoménologie. Finalement, ce que ça veut dire, c'est je me suis intéressé aux expériences que ces hommes-là vivaient, puis au sens qu'ils donnaient à ces expériences-là. J'ai remis tout ça dans un parcours de vie pour avoir accès à comment ça se construit au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, le rapport amour. J'ai fait des entrevues, 18 entrevues avec une collègue aussi professionnelle de recherche, Mathis Tudeau, là, qui m'a aidé au tout début. Donc, et essentiellement, on leur demandait, mais c'est des gens qui étaient volontaires, qui avaient envie de participer, puis on leur demandait si tu essaies de te rappeler ton premier sentiment, ta première expérience amoureuse, quelle était-elle? Peux-tu m'en parler? Puis à partir de là, on amenait la personne à parler de chacune de ses expériences par la suite jusqu'au jour de l'entrevue. Les plus jeunes participants avaient à peu près 20 ans. L'homme le plus âgé était autour de 70 ans environ. On a retranscrit ces entrevues-là, puis j'en ai fait des récits, c'est-à-dire que j'ai enlevé mes questions, j'ai réécrit au jeu, mais sans changer évidemment leurs mots, j'ai anonymisé. Donc, on lit ces récits-là qui sont au mur maintenant. Quand on les lit, c'est vraiment comme si ces hommes-là racontaient leur histoire sans ma présence. Finalement, c'est assez intéressant à lire, à entendre aussi. On a analysé ça en regardant, mais qu'est-ce qui s'y trouve finalement? Donc, parce que c'est pas si simple que ça. Qu'est-ce qu'on peut extraire des trajectoires de vie, de 18 vies comme ça? Nécessairement, on fait des choix. On a utilisé différentes approches. Puis, entre autres, avec Bastien, là, qui est peut-être en ligne aussi, un étudiant-chercheur avec qui j'ai la chance de travailler, m'a partagé une façon qu'il avait, lui, de travailler, où on s'est lu à tour de rôle à haute voix les récits. Donc, moi, je prenais un récit, je le lisais à haute voix pendant qu'il l'écoutait sans prendre de notes pour voir qu'est-ce que ça lui faisait d'entendre ça. Et on faisait ça à tour de rôle. On se relançait comme ça. C'était une des façons de faire, entre autres, qui nous a donné accès à quelque chose de... C'est presque de l'ordre du sacré, là. Finalement, un peu comme le disait Pierre Payet, un chercheur en recherche qualitative, de se placer dans une posture d'écoute et de recevoir des paroles aussi précieuses, en quelque sorte. Ça relève là, du sacré, à mon avis. Très intime aussi, Sacha. Hein? Comment? Très intime. Absolument. Ouais. Vraiment. Oui. Oui, on va le voir aussi là, dans les extraits que je vais vous partager. Là. Il y avait comme pas de censure, pas de limite. Puis le cadre d'un projet comme ça fait parfois même les gens peuvent se sentir pouvoir aller plus loin dans le partage ou disons la révélation même qu'en intervention, parce qu'on ne fera rien avec ça après, hein, on l'accueille tout simplement. Okay. Donc, parfois, on a accès vraiment
des petites perles, puis on revenait vers les personnes. La plupart, on est revenu vers elles pour leur partager, leur redonner le verbatim, parfois faire une deuxième entrevue, parfois non. Donc, 20 à 70 ans, de tous les âges, la plupart d'orientation hétérosexuelle, mais il y avait aussi quelques personnes qui se déclaraient homosexuelles ou une personne aussi bisexuelle, essentiellement du Québec, mais aussi de d'autres pays, deux, trois, largement scolarisés et sensibilisés par ailleurs aux réalités des hommes. Donc, ça, c'est peut-être les biais, là, si on veut, qu'on a toujours dans ce type de projet. Mhm. Ce qui m'amène à vous parler un petit peu plus de plonger déjà dans les résultats. Dans ces histoires-là, ce que moi j'ai décidé de faire, j'ai décidé de retenir deux grands pans, si on veut, que je vais vous présenter aujourd'hui, mais vraiment à partir des mots de ces hommes-là. Le premier bout, c'est comme c'est une histoire de vie, une trajectoire de vie, ben, je me suis intéressé, c'est quoi les expériences, les périodes qu'ils ont vécues au cours de leur vie amoureuse. Puis en fin de parcours, parce que on leur demandait en fin d'entrevue aussi, mais quand tu regardes tout ce qu'on vient de se dire, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu remarques? Y a-tu des récurrences? Si ta vie amoureuse était un film même, ça serait quel genre de film? Quel titre tu y donnerais? Pour faire image, pour Mhm. avoir une métaphore, si on veut. Donc, d'un côté, expérience puis période. De l'autre côté, disons, j'ai appelé ça des lignes de force qui traversent ces expériences puis ces périodes-là. Je commence avec les périodes des expériences qui peuvent aller avec à peu près des tranches d'âge là, au cours d'une vie, mais on va voir que pas nécessairement toujours. Il y en a quatre que j'ai relevées. Il y a toutes celles des premiers sentiments, les premiers souvenirs, les premières expériences. En deuxième, il y a toutes celles de plus de l'exploration, l'expérimentation, l'initiation. Celle ensuite, plus de l'étape du projet ou du désir de projet et d'engagement. Et une dernière que j'ai appelée maturité, apaisement, spiritualité même aussi. Mhm. Donc, je commence avec la première. C'est celle des premiers sentiments, premiers souvenirs. Ils vont parler de leurs premiers émois. Ils vont appeler ça des émois parfois, ou d'éveil, de découverte. Ils vont dire qu'ils ont découvert les filles ou les gars selon leur désir. Ils ont découvert des sensations en eux aussi qu'ils connaissaient pas. Ils vont découvrir l'impression de compter pour quelqu'un d'autre, découvrir l'amour ou le sentiment d'être en amour. Puis parfois très, très tôt, là, il y en a vraiment, c'est 5-6 ans où ils vont cibler ça. Puis quand ils en parlaient, il y avait quelque chose de très vivant finalement. Ils étaient leur visage s'illuminait quand ils en parlaient. On sentait comme quasiment la pureté de l'enfant, si on veut. Puis Mhm. c'était même amusant. Ils se souvenaient des noms, ils se souvenaient de tout ce qui habitait et tout. Donc, puis évidemment, à ce moment-là, mais pas qu'à ce moment-là, plus tard aussi, il y a toutes sortes de relations, de sentiments vécus qui n'ont pas nécessairement été investis ni dans un partage, ils l'ont pas dit à l'autre, par exemple, ils n'en ont pas fait une relation ou encore moins un couple et d'autres types d'expériences. Mais plus jeune, c'était quand même un petit peu plus présent. Fait que je vous donne quelques extraits. Mhm. Il y en a un, entre autres, qui va dire comment rapidement, lui, il a fait l'expérience d'avoir de l'affection, de vivre de l'attirance pour quelqu'un, de compter pour quelqu'un. Mhm. Il va dire, la première fois que je me suis senti amoureux, j'avais autour de 8-10 ans. C'était avec Jasmine, la petite voisine de chez ma tante. Chaque matin, on jouait ensemble. Je pense qu'il y avait une petite attirance entre les deux. Ce que j'aimais bien, c'était la proximité physique. On avait Mhm. des jeux d'enfants, d'être collés. Et aussi de se sentir aimé ou apprécié par quelqu'un, au point où il va y avoir une certaine intimité. Je pense que c'est le feeling qui est agréable, quand tu sens que tu comptes pour quelqu'un. Mhm. Par la suite, il y en a d'autres qui vont parler plus des découvertes qu'ils vont faire, entre autres la découverte des sensations, mais rapidement aussi des sensations qui sont pas qu'agréables en tant que telles, voire même des sensations qui font peur, un peu la peur OK. de l'échec même. Mhm. Un autre va nous dire, le même que j'ai cité d'entrée de jeu là, tout à l'heure, qui était un homme là, fin vingtaine. La première fois que j'ai senti quelque chose, c'était au commencement de l'école primaire, avec Annabelle et Stéphanie. J'ai jamais été capable de leur dire que j'étais en amour. Je ne l'ai jamais nommé à personne. J'avais peur de me faire dire non, de subir un échec. J'osais pas, j'avais la chienne. Mes premiers sentiments, c'était de flasher sur leur beauté physique. Mhm. Je me suis rendu compte que lorsque je les voyais, il y avait quelque chose en dedans de moi, physiquement, au niveau du ventre, du cœur qui prenait vie, grossissait, prenait de l'amplitude. Il y a quelque chose qui s'animait puis qui me donnait envie d'être proche d'elles, même si je leur parlais peu, car j'étais trop gêné. Donc, sensation. Puis il y en a un autre qui, lui, continue à parler des nouvelles sensations, puis même, lui va plus parler de la découverte des filles, quelque chose qu'il connaissait pas, qui était bien mystérieux pour lui. Mhm. La première fois que je suis tombé amoureux, j'avais 10 ans.
On était en vacances. Ça, c'est le participant le plus âgé là, qui raconte ses souvenirs les plus lointains. On était en vacances, puis je m'étais fait chum avec une petite fille qui s'appelait Lynn. J'ai passé la semaine avec elle. Je découvrais les filles. Oh, c'est quoi ça? Une vraie découverte de quelque chose de pas connu, là. Moi, je connaissais mes sœurs, pas les filles. J'avais passé une semaine merveilleuse. J'étais content, fébrile, je ressentais des choses nouvelles. J'avais hâte de la voir le lendemain. Puis moi, avant les filles, j'avais pas trop hâte de les voir, là. Je fatiguais pas avec ça. Je découvrais le désir de la voir. Une excitation qui était pas physique, mais émotionnelle. Un premier amour de vacances. Donc ça, c'était ce participant-là. Un autre va nous dire, lui, comment il a découvert pas tant les filles, mais la beauté au-delà. Pour lui, c'était une découverte de la beauté, une forme de fascination même. Lui, c'était un homme qui était début trentaine au moment où je l'ai rencontré. À 8-10 ans, je me rappelle d'une fille qui était bien jolie. Elle s'appelait Elsa. Elle était blonde. Je l'ai jamais vraiment connue finalement. J'étais juste impressionné. Dans le temps, il y avait des gangs, puis cette fille-là faisait partie de la gang cool dans la cour d'école. C'était comme une fille inaccessible dans le monde où j'étais, mais une espèce de fascination en même temps. Une fille que je trouvais magnifique. Il n'y avait pas question de relation, là. C'était juste de voir la beauté, la découverte de la beauté. Un dernier, peut-être dans ses premiers sentiments et moi là, première grande. Moi, je trouve que ça peut rejoindre bien des gars. Oui, ben des gars, des femmes aussi. Oui, c'est vrai. Humain qui va ressentir, je pense. Découvre l'attirance, là. Ouais. Ouais, qui se découvre, qui découvre l'autre, puis qui se découvre soi à travers la relation avec l'autre aussi, là. Il y en a un ici, lui était un homme début cinquantaine. Lui va parler de cette question-là, de ce qu'il va appeler émoi. Une forme d'éveil, d'expérience même qu'il va appeler esthétique, puis de même la création de son propre modèle aussi, qui s'appelle morphosympathique. Je me souviens de mon premier sentiment amoureux. C'est vivide. Je devais avoir 5 ans. C'était 2 fillettes, la voisine de gauche, celle de droite. Je sais pas ce que je désirais, j'étais juste curieux. J'avais envie d'être près de l'une d'elles, de la côtoyer, de l'entendre, de la regarder bouger. C'était tellement fort que mon père l'avait remarqué puis me taquinait. Ce premier réveil-là a fondé la perception que j'ai de moi d'avoir été ému très tôt par les filles. Il continue en disant, c'est ineffable, c'est dur à nommer. C'est comme un élan, une curiosité, quelque chose qui n'est pas connu, comme naturellement attiré, une fascination, un éveil. Cet éveil, c'est une émotion. C'est premièrement une expérience esthétique. Cet éveil esthétique, j'ai nommé ça morphosympathie. C'est comme une combinaison de la forme du corps, du rapport à l'autre, une qualité de lumière particulière à laquelle je suis sensible. Si j'étais peintre, je pourrais probablement mieux la décrire. C'est comme une combinaison de facteurs qui font un arrêt sur image, quelque chose qui arrête de respirer, sans arrière-pensée pour l'instant suivant, un état d'hébétude. Le choc amoureux, ça rend bête, ça fait perdre les moyens, la bouche ouverte, bouche bée. Je continue. Donc, ça, c'était les premiers sentiments, premiers émois. Quelques mots peut-être autour de la période qui suit, que moi j'ai appelé exploration, expérimentation. Il y a des initiations. Parfois, ils tentent des types de relations, chum blonde, ça se passe dans l'école, dans l'autobus, dans le quartier. Parfois, ça va être plus sexuel. Au début, c'est plus des touchés non sexualisés, mais par la suite, ça devient des initiations sexuelles un petit peu plus tard. Donc, il essaye des choses, finalement. C'est un peu ce qu'il disait pour la plupart. Ils se bâtissent une forme de capital relationnel, si on veut. Fait que souvent, c'est fin du primaire, secondaire, début de l'âge adulte un peu. Je vous en nomme quelques-unes. Donc, premières explorations sexuelles. Il y en a un qui va dire, celui qui parlait de morphosympathie, justement, là, comment il a découvert un retardement, comment ça marchait, cette histoire-là, gars-fille, là. J'étais attiré par une petite fille, je pense qu'on devait être en 3e, 4e année. Je me souviens qu'on s'isolait dans un cabanon ou la grange et on s'embrassait, mais sur le front. L'exploration n'était pas très aboutie, là. Après, on est déménagé, puis c'est comme si j'entrais sur le marché. Là, j'avais des sollicitations de plein de filles, puis je savais pas comment réagir parce qu'on a vécu quasiment dans le bois avec mes parents pendant une couple d'années. J'ai 12-13 ans, puis j'ai pas vraiment compris à ce moment-là comment ça marche, là, les rapports gars-filles. Ça m'a retardé dans ma fondation relationnelle. Je suis resté sauvage longtemps. Un autre parle de l'exploration plus, à ce moment-là, sexuelle, il est un petit peu plus vieux, et différents types de relations. Vers 15-16 ans, j'ai des aventures amoureuses d'un soir, des amis plus, toutes sortes d'expérimentations. Puis à un moment donné, plus vers 18 ans, j'ai un beau souvenir de Martine.
la grande sœur d'un chum de gars. Elle était plus âgée. C'est la blonde avec qui j'ai eu ma première relation sexuelle. Hmm. Elle était plus outsider, marginale. Elle avait des tatous, était rockeuse. C'était la bad girl que j'ai connue. C'est le choc de culture qui m'avait attiré. Parce qu'avec ma blonde d'avant, c'était du tape à l'œil. On se promenait au village pour montrer à tout le monde qu'on était un couple. Mais avec Martine, c'était plus caché, fusionnel. J'avais juste le goût de me faire aimer d'elle. C'était plus ésotérique. Écouter de la musique avec de l'encens, Pink Floyd, Cat Stevens. C'était dans les années 70. Premier amour très fusionnel, feutré. Le monde s'arrêtait de tourner. Fait qu'on voit leurs explorations, là. Un autre va nous parler de son besoin de liberté, de vivre des relations sans engagement, va nous dire comment c'était quelqu'un qui habitait hors des grands centres, dans une région plus rurale, puis avait déménagé à Montréal, puis là, vraiment, il avait envie de relations sans engagement, il sortait d'un bar, il consommait de l'alcool, de la drogue, il avait vraiment envie de ne pas s'engager, Mhm. en quelque sorte, fait qu'il raconte un peu son parcours comme ça. Un autre, lui, va nous dire, c'était le participant aussi le plus âgé, comment il a été initié à la sexualité ici. Ensuite, à 18 ans, toujours vierge, toujours pas de blonde. Ça commence à me fatiguer, mais j'ai des relations d'amitié affectueuses, sans sexualité, avec beaucoup de tendresse puis d'affection. Mais à 19-20 ans, quand je suis arrivé là, les femmes que je rencontre sont super plus matures sexuellement que moi, plus dégourdies. Puis à un moment, je rencontre une autre Lynn. Ça, c'est drôle d'ailleurs. Ils vont rencontrer plusieurs participants plusieurs fois, des personnes avec des prénoms similaires. Ça fait des drôles d'échos Mhm. dans une vie. Je rencontre une autre Lynn. Puis elle fait l'amour. Puis elle aime ça faire l'amour. Puis elle dit, on va faire l'amour. Hmm. Alors, je ne sais pas si j'aime Lynn ou si j'aime faire l'amour. En tout cas, c'était une délicieuse initiation à la sexualité. Il va expliquer aussi que dans les années 70-80, pour lui, ce qu'il voulait, c'était vivre ses passions, puis il voulait pas formaliser, on est-tu en couple ou pas. Tout sauf devenir le couple par devoir de ses Mhm. parents, en quelque sorte. Donc, ça, c'était plus la phase d'exploration. Là, on est plus dans la troisième phase que j'ai appelée projet engagement, où soit ils s'engagent, soit ils ont envie de, soit parfois ils craignent de s'engager parce qu'ils vont dire qu'ils ont vécu des expériences difficiles qui les ont échaudés, dans lesquels ils se sentaient vulnérables. Je vais y revenir un petit peu plus tard aussi dans la présentation. Projet parfois de couple, parfois de famille, avec des différents niveaux d'engagement là, aussi. Il y en a un, que je citais d'entrée de jeu tout à l'heure, qui va dire pour lui, il va nous parler de sa vision de l'amour en disant que c'est comme vraiment un désir de partage, un projet commun. Mhm. Il dit, ma vision de l'amour, c'est sûr qu'il y a l'aspect charnel, le désir. Mais Mhm. au-delà, je crois que c'est une union, un partage. Être là l'un pour l'autre, apprendre de quelqu'un autant qu'elle peut apprendre de moi. C'est s'autoriser à vivre chacun de son côté, de grandir ensemble et grandir pour soi. C'est chacun pour soi, mais avec un espèce de projet commun. Un autre va nous dire, lui, qui aimerait pour s'engager, qui aimerait s'engager davantage, mais que pour s'engager, ça implique de connaître davantage l'autre. Plus tard, je me demandais, c'est lui là, qui est allé à Montréal avoir des expériences du nightlife, là. Plus Mhm. tard, je me demandais si je voulais passer ma vie à vivre sans relation stable, sans engagement, seulement pour le plaisir et sans amour. C'est là que j'ai rencontré Adrien. Avec lui, j'ai retrouvé une vision de l'amour possible à long terme, plus traditionnelle. J'avais envie de construire quelque chose. Selon moi, pour qu'une relation soit en profondeur, pour qu'il y ait un sentiment amoureux, il est important de mieux connaître l'autre. Ça prend des intérêts communs, des similitudes, contrairement au coup de foudre, à la passion. Euh, Par la suite, il y en a d'autres. Ils ont toutes sortes de façons de s'organiser ou de formaliser. C'est les premières expérimentations de formalisation en quelque sorte. Comment on fait pour devenir un couple? Il y en a un Mhm. ici que je trouvais qui avait un point de vue vraiment différent, mais très, très argumenté. Il était assez clair dans sa parole. Euh, c'était quelqu'un de mi-vingtaine à peu près là, quand je l'ai rencontré. Il va dire, je trouvais que ce qu'elle décrivait, c'était moi. Un homme assez posé, calme, attentionné, romantique, qui n'aime pas le bruit. Un homme qui a le sens de la paternité, respecté dans son milieu professionnel. Et la totale, un homme qui a vraiment envie de se mettre en couple sur le long terme. Elle m'a dit, j'ai connu plein de déceptions dans ma vie. Les hommes, c'est du n'importe quoi. Il y en a très peu de ton âge qui veulent du sérieux. Donc oui, ça me dit bien de me mettre en couple avec toi. Il va dire, j'en revenais pas. À peine 24 heures après s'être parlé vraiment pour la première fois, il dit, on est parti de la définition selon laquelle un couple, il peut se former sans avoir des sentiments forts, mais en ayant au départ des principes partagés, des Mhm. visions de la vie réciproques.
On s'est fiancés rapidement après ça. Il dit, on a été en couple, avant de s'aimer même. On s'est dit, les jalons sont posés, on peut apprendre à s'aimer maintenant. On voit quand même cette espèce de renversement-là Ben ouais. par rapport à d'autres types d'expériences. D'autres vont parler de leur façon de vouloir s'engager. Un va parler notamment de ce qu'il a appelé, lui et son amoureuse, un pacte d'amour, qui était une forme de contrat qu'ils ont fait entre eux, un texte qui se sont écrits, une espèce d'engagement pour la vie qu'ils ont mis par écrit, qui se sont lus le jour du mariage et qui ressortent une fois de temps en temps, là, il disait à peu près aux 10 ans, pour raviver, renouveler ces vœux-là, finalement, d'engagement ensemble. Donc, c'était quelques extraits que j'avais envie de vous partager là, pour l'engagement. Quatrième étape, période, là, c'est celle plus de la maturité. C'est sûr que je la voyais un petit peu plus ou de façon différente, du moins, chez les hommes plus âgés du projet, ce qui était très intéressant par ailleurs, parce que peu de choses, souvent. On a souvent peu accès à des données comme ça de recherche sur des hommes un peu plus âgés. J'ai un étudiant, entre autres, qui a fait son stage à Autonomie il n'y a pas longtemps à Québec, qui lui a fait ça sur comment aider les hommes âgés à les accompagner dans la création du sens du vieillissement, finalement. Donc, il y a un texte intéressant là-dessus là, qui va être disponible, là, son essai de stage d'intervention, si jamais ça intéresse les gens. Donc, quatrième période, vous vous rappelez, la première, c'était les premiers sentiments. La deuxième, c'était les explorations. Troisième, c'était engagement. Quatrième, disons, maturité. Les hommes plus âgés, ils vont souvent nous dire que la libido prend un peu moins de place, qu'ils vont se sentir moins névrosés, moins codépendants. On voit plus d'apaisement, si on veut, dans leur discours et un recul par rapport à la vision de l'amour aussi. Il y en a un qui va nous dire, entre autres, va nous parler de ce qu'il a appelé son amour de maturité puis de l'accomplissement dans sa vie. C'était pas un coup de foudre avec Chantal. C'était une décision de tomber en amour. Un amour de maturité. Je tombais en amour avec une femme, pas avec l'amour, là. Pour moi, là, il y avait une femme de grande qualité. J'aime sa grande capacité de s'émouvoir tout en ne perdant pas ses moyens. Elle m'apprend ça. Des fois, je pense à elle puis je m'émeus. Je m'émeus, là, c'est émouvant de la voir. Je suis pas amoureux de ma femme, mais de Chantal, la personne, l'être de Chantal. Ma conception de l'amour, c'est une immense tendresse. Autant je suis en amour avec Chantal, autant je suis en amour avec la vie. Je serais même prêt à mourir, là, dans le sens d'un sentiment d'accomplissement par rapport à ma trajectoire amoureuse. Je la sens accomplie, même au-delà de l'accomplissement, en quelque sorte. Un autre va nous parler, le participant justement le plus âgé, comment il a développé d'autres types de relations justement avec l'âge, avec le temps qui passait, ce qu'il va appeler ses belles amies. Il dit, je m'engage plus dans une relation amoureuse, je préfère une relation d'amitié privilégiée, la plupart du temps sans sexualité. C'est plus un partage affectif. La sexualité, c'est bien important plus jeune. Ensuite, ça le devient un petit peu moins, en tout cas pour moi. Je me sens libéré de ça. C'est pas de baiser de temps en temps que je trouve dur dans ma vie tout seul, c'est de dormir collé avec une femme. Dans certaines circonstances, ça se fait avec une amitié privilégiée. Moi, j'aime les bons vins, la bonne bouffe, je suis très sensuel, plus que sexuel, puis les filles me le disent. Puis c'est ça qui est devenu prédominant dans mes relations, puis que j'appelle mes belles amies. Tu sais, le projet conjugal, il est passé, le projet familial, il est passé. Moi, je suis un grand-père, je suis un papy, puis je suis très heureux dans cette relation de papy-là. Donc, vous voyez, aspect de la maturité, ce que je nommais autour de l'apaisement, entre autres. J'ai envie d'arrêter peut-être là pour ce premier bout de résultats autour des expériences puis des périodes, puis de vous donner quelques extraits, mais cette fois-ci plus sur les lignes de force qui traversent ces expériences-là, des genres de trames narratives, là. J'en ai repéré 3. Une autour de plus ligne socialisation, masculinité, une plus autour de la sensibilité, puis une plus autour de la quête, si on veut. Donc, celle autour de la socialisation, des normes, d'identité, quelque chose comme un équilibre qui ressort, une recherche d'équilibre qui ressort dans leurs propos entre se construire comme homme, comme gars, via la socialisation, via leurs relations, tu sais, avec le besoin d'appartenir à quelque chose, tu sais, c'est important pour eux l'identité, surtout plus jeunes. Puis en même temps, chez les plus vieux, ils vont parler de comment ils sont rendus à vouloir déconstruire aussi ce rapport à la masculinité-là, puis pas que les plus vieux par ailleurs. Mais donc, ils vont parler parfois d'enlever les masques de la masculinité, quelque chose que tu connais aussi, Yvan, t'abordes dans tes volumes. Puis parfois, ça rentre en contradiction l'aspect sensible versus l'aspect masculinité.
donc une genre de masculinité qu'on pourrait dire un peu viriliste, là, tu sais, quand on parle de masculinité traditionnelle, versus une masculinité sensible, qui est plus à l'aise ou ouvert à sa vulnérabilité, en quelque sorte. En tous les cas, ils parlent de comment ils essaient de négocier leurs identités, leur genre même, en quelque sorte. Mm. Il y en a un qui va nous parler de la fierté quand même plus jeune pour lui d'avoir une blonde. Puis ça rejoint quand même pas mal de monde là, qui ont participé au projet. Il va dire, c'est la première fille que j'ai embrassée. Ça s'est passé dans le cours d'école, j'avais 12 ans. Il y a eu un rassemblement parce que le soir où j'embrassais Stéphanie dans le cours de récréation, on a fait passer le message. On était proche des jeux du terrain de basket, puis tout le monde le savait. Fait qu'à la fin de la journée, on allait s'embrasser. Je me souviens, il devait y avoir une quinzaine de personnes autour de nous, puis nous, on était au centre. On s'est embrassé avec la langue qui devait faire une rotation. Je le savais, là, on me l'avait dit, j'avais pris conseil, un French. Le King! Je me souviens de mon ami après, il a crié « Ouais! » Pression. C'est ça. Mon ami a crié « Ouais! » Puis je me sentais comme le boss. Je venais d'assurer, j'avais réussi quelque chose, j'étais dans la bonne voie. Vraiment. Ça faisait partie de sa construction d'être un homme. D'autres vont commencer rapidement quand même à se questionner aussi sur justement ces normes-là auxquelles ils ont adhéré ou qui sentent qu'ils devraient adhérer, puis avec les effets que ça peut avoir aussi. Il y en a un ici qui va dire à mon avis, les hommes expriment moins facilement leurs émotions puis leur affection à l'égard de l'autre. Ça vient de la socialisation qui est différente, de certains stéréotypes véhiculés dans la littérature et les films. Des fois, je ressens ça, cette influence-là. Je me suis déjà censuré même pour pas trop tomber dans le romantisme. Par exemple, dire je t'aime, faire preuve d'affection, préparer quelque chose pour la Saint-Valentin. Je me disais souvent que c'était pas très masculin. Je me demandais si c'était pas too much que t'aimes. Ouais. Il y en a d'autres qui vont nous parler de certains thèmes autour de la sexualité aussi, puis de toute la comment c'est pas facile d'en parler, par exemple, avec leurs amis de gars, justement parce que entre eux, ils veulent avoir l'air quand même de des gars, mais parler de leur vulnérabilité, puis parfois de leurs failles, de ce qui est très sensible, ils se sentent pas toujours à l'aise. Il y en a même un qui va dire je leur aurais mis ma vie entre les mains, mais je leur aurais pas dit que j'avais jamais fait l'amour, par exemple. Voyez? Il y en a d'autres qui vont nous parler de d'autres types de vulnérabilité. Certains vont parler d'expériences un entre autres, là, où il était victime de violences conjugales, psychologiques dans son couple par sa conjointe, puis comment ça le mettait en porte-à-faux avec son rôle d'homme, puis aussi d'homme féministe. Donc, il dit, moi, c'est pour ça que je me trouve féministe puis masculiniste, parce que dans le patriarcat, les femmes vivent plus de difficultés puis de violences, mais les hommes aussi en vivent des oppressions dans ce système-là. Comme un système qui convient à personne, finalement. D'autres vont dire, tout se peut en amour. Il faut que tu enlèves ton masque du rôle masculin si tu veux être, pour être toi-même dans la relation. Là. Un autre va dire ici, il était début soixantaine à ce moment-là, je crois pas que les hommes aiment de façon distincte des femmes. Il y a des milliers de façons d'aimer. Le sentiment amoureux, c'est un sentiment humain. Sauf qu'on arrive, nous les hommes, avec un bagage qui fait que ça va s'orienter d'une façon plutôt que d'une autre, avec des straight jackets, des camisoles de force, des masques différents. C'est la partie genrée qui précède l'amour qui fait qu'on aime peut-être de façon différente, mais le sentiment amoureux, lui, c'est le même. J'avance, j'arrive à la deuxième ligne. Donc là, je parlais de celle de genre. Quelques mots sur celle de la sensibilité, puis après ça, celle de la quête, puis je vais arriver à mes derniers mots là, de discussion. Okay. La ligne de la sensibilité, je fais des liens avec la question de la vulnérabilité. Il tente de rester, disons, homme, mais de devenir aussi plus sensible. Fait que parfois, c'est comme une vision à la fois hédoniste, plus de sensations, plus d'émotions, puis en alternance avec contacter plus de souffrance, avec toutes sortes d'épreuves de la vie, mais qui leur permettent de développer une forme d'intériorité par ailleurs. Fait qu'il y a une espèce de croisement de tout ça, de mélange de tout ça. Mais ils vont parler au final d'une expérience de vulnérabilité, certains même de dénuement, d'être nu, finalement dénudé. J'aime bien cette métaphore-là. Avant, pendant, puis après la relation amoureuse. Il y en a un qui va parler ici de son intérêt, comment que le fait de montrer qu'il est intéressé, ça le mettait à risque d'être rejeté. Ça va comme suit. En apprenant à connaître Caroline, j'ai commencé vraiment à l'aimer. Par crainte du rejet, je voulais pas aller plus loin, même si je voulais autre chose comme type de relation. Je suis rentré dans la friend zone. Ça a été comme ça pendant plusieurs mois. Je voulais pas me faire dire non. J'ai toujours haï ça que les gens sachent que j'étais intéressé par quelqu'un. Je sais pas si je vois ça comme une vulnérabilité, mais c'est peut-être une façon de me protéger par manque de confiance en moi, peut-être. Un autre va même nous dire, ben, tu sais,
quand il y a la présence d'amour réel, c'est pas mal plus dangereux, finalement, être en relation. Il va dire, quand il n'y a pas d'amour dans l'air, c'est plus sécurisant, c'est moins impliquant, dangereux, risqué, là. S'il n'y a pas d'amour puis tu te fais rejeter, tu te fais pas rejeter dans ton essence, tu te fais rejeter le personnage masculin. S'il y a de l'amour puis tu te montres authentique puis vrai, si tu te fais rejeter, tu te fais rejeter vraiment pour ce que tu es. Ça fait vraiment mal. Ah ouais. J'ai vécu des blessures de rejet quand j'étais plus jeune avec des gars au secondaire, puis même si c'était pas un rejet avec des femmes, ben, c'est une expérience de rejet, puis je suis resté sensible à cette expérience. D'autres vont nous parler de la question de leur vulnérabilité en relation, puis comment être quitté fait plus mal parce qu'ils s'étaient retrouvés comme plus sans défense, justement, quand tu te dénudes, tu te montres plus vulnérable. Quand ça se termine, surtout quand lui, c'est lui qui s'est fait laisser, c'est plus difficile à ce moment-là. Il va dire, ben, c'est une des premières personnes en dehors de mes parents qui m'a vu pleurer. Puis à cette époque-là, j'étais comme une espèce de vrai gars. C'était pas quelque chose de facile pour moi de pleurer. Ce qui m'avait surtout blessé dans la rupture, c'est le fait de s'ouvrir à quelqu'un, puis d'avoir moins de fil, d'être vulnérable. Je me laissais sans défense par rapport à elle. Puis le fait de m'être ouvert, de m'être montré vulnérable, puis qu'après ça se termine, c'est ça qui m'a fait le plus mal. Que quelqu'un décide de s'en aller, malgré le fait de lui avoir offert cette partie vraie de moi, cette vulnérabilité. C'est la même chose que me dire je t'aime, c'est difficile parce que c'est se mettre à nu. C'est une question de vulnérabilité encore. Je vois le temps qui avance. Il me reste combien de temps à peu près, Yvan, donc? Ah, t'as encore 5 minutes, là. Encore un bon 5 minutes, ça marche. Ouais. Un va nous parler, lui, est toujours dans cette deuxième ligne-là de rapport à la sensibilité. Lui, il va dire, ben, le fait, parfois dans sa vie, puis il était rendu là, mi-cinquantaine, c'était la première fois qu'il osait vraiment investir son désir. Puis il dit, prendre le risque des fois d'investir son désir, des fois ça marche, tu sais. Il va dire, quand on s'est retrouvé dans le même lit la première fois, c'était un lit à roulettes, là, et on commençait dans un coin de l'appartement, puis quand on se réveillait, on réalisait que le lit était rendu dans un autre espace. J'ai été flabbergasté. L'impression que c'était la première fois que j'étais vraiment amoureux. La première fois que j'avais fait une sorte d'aller au-devant. Je le voulais, je le désirais, puis j'ai comme accepté mon propre désir pour une fois. Le risque de me mettre à nu, de dévoiler ma vulnérabilité, puis de le dire, de l'exprimer, puis de persévérer. Comme un désir investi puis réalisé. Une réalisation de soi qui s'est passée que j'avais pas senti une fois dans ma vie. Celui qui parlait entre autres du modèle morphosympathique, là, tantôt. OK. Dernière ligne qui traverse les histoires. Vous vous rappelez là, les 4 grandes étapes que j'ai nommées, puis 3 lignes qui traversent. La ligne plus de genre, la ligne de sensibilité, une dernière avec quelques mots, la ligne de la quête. Quête de sens, une quête existentielle, de beauté, une quête spirituelle, voire même, on verra peut-être en conclusion. Où là, il y a comme deux dynamiques qui sont là. C'est comme parfois, on va les sentir en chemin. À rebours, ils peuvent voir un peu leur quête, qu'est-ce qu'ils recherchaient finalement dans leur vie amoureuse. Quand on est dedans, peut-être qu'on le voit moins, mais avec du recul, c'était plus visible. Puis parfois, c'était pour combler des manques, répondre à certains besoins, pallier à des carences, le fait de ne pas avoir eu de famille, d'avoir vécu des problèmes ou de la violence dans sa famille, puis de se prémunir, de se tenir à distance de l'amour, justement, pour pas être blessé. Mais d'autres fois, c'était vraiment pour s'élever, grandir, croître, un peu comme le disaient des participants là, tout à l'heure. Parfois, c'est des parcours très clairs, ils ont des critères, qu'est-ce qu'ils recherchent, qu'est-ce qu'ils pensent qu'il y aurait de besoin très précisément. Parfois, c'est un peu mystérieux, puis ils sont pas sûrs de trouver du sens finalement à tout ça. Puis dans cette ligne de quête-là, souvent ça venait, pas toujours, mais ça venait souvent s'appuyer sur des expériences fondatrices vécues plus jeunes. Il y en a qui vont parler de phénomènes d'écho aussi, comment certaines expériences vécues plus jeunes, ils vont rester sensibles au même titre d'expérience longtemps dans leur vie. Un nous dit justement autour de sa peur du rejet, du blocage par rapport au fait que c'était un homme qui a été adopté, qui a été mis en adoption, puis qui a fait 7 familles d'accueil avant l'âge de 4 ans et demi, qui nous dit. Fait qu'il dit, lui, pour lui, là, montrer qu'il pouvait être intéressé, qu'il pouvait essayer de créer un lien avec quelqu'un qui l'intéresse, c'était vraiment trop dangereux. Puis il dit, plus jeune, il ne s'en rendait pas trop compte, mais rendu à l'adolescence, il se rendait compte qu'il avait été marqué par ces expériences-là, puis c'est ce qui faisait qu'il avait un blocage, puis qu'il ne voulait pas parce qu'il avait trop peur du rejet. Cette question-là de la peur du rejet va revenir dans la plupart des histoires d'ailleurs. Pas que chez les hommes, assurément, mais chez la plupart quand même. Un autre va parler des premières sensations qu'il a vécues, qui n'étaient même pas par rapport à une relation amoureuse, mais lui, il va dire que c'est son premier sentiment amoureux. Il va dire mon frère avait une blonde, Audrey, quand j'avais 5-6 ans. Je me rappelle d'un moment où elle était sur le divan.
Moi, j'étais assis par terre entre ses deux genoux, puis elle m'avait flatté les cheveux, puis j'ai capoté ben raide, là. C'était la première fois que j'ai senti une sensation autant agréable, des fourmis partout, un flux d'énergie qui me passe à travers le corps. J'ai senti ça à ce moment-là, puis j'ai essayé de revivre ça dans toutes mes relations après. Puis quand il nous Mhm. parle de ses autres relations, on va voir qu'il est toujours en train d'essayer de rechercher comment Ben ouais. revivre ces sensations-là. D'autres vont nous parler de blessures, ce qu'ils vont appeler de blessures narcissiques, d'avoir été laissé, d'avoir été trompé, d'avoir Mhm. été laissé pour compte, puis comment ils vont rester sensibles par un phénomène d'écho dans leur vie à la perte. Puis c'est ce qui explique parfois leur difficulté pendant un certain temps à vouloir se réengager, en quelque sorte. Mhm. Ils vont nous parler de l'amour qui évolue aussi, toujours dans cette ligne-là de quête, parfois combler des manques, entre autres quand ils vont parler de toxicomanie, même certains vont nous nommer qui sont allés voir des danseuses, des prostituées pour combler ce qu'ils vont appeler un vide affectif ou existentiel, qui se sentaient pas nécessairement bien par ailleurs quand ils faisaient ça, qui étaient tiraillés entre des parties contrastées d'eux, à tout le moins, là. Puis une dernière citation, peut-être que je peux Mhm. vous Ben ouais. partager avant de dire quelques mots de conclusion. C'est ils vont tous en bout de ligne, surtout les plus vieux, qui ont un petit peu plus de recul peut-être là, sur leur histoire, chercher ils cherchent une forme de sens. Parfois, ils essaient de créer du sens à travers leur parcours amoureux. Fait que, tu sais, les images de titres de films dont je vous parlais, là, il y en a vraiment de toutes les sortes. Il y en a un qui va dire, moi, je sais pas c'est quoi le titre, mais c'est 16 ans et plus. OK. Quand j'ai dit, mais Mhm. pourquoi 16 ans, pourquoi pas 18, tu sais? Puis là, il m'a dit, ben, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'érotisme et de sensualité dans ma vie, c'était important, mais c'était pas un film pornographique, ma vie. Ouais, ouais. D'autres vont nous dire le déluge de l'amour, rédemption, parce que ça a été des parcours de guérison puis de réparation, leur parcours Mhm. amoureux. Puis, dernière citation, c'est celle-ci, là, d'un homme justement un petit peu plus âgé, qui nous dit, si ma trajectoire amoureuse est un film, ce serait un film de Bernard Raymond, La Neuvaine ou Journal d'un vieil homme. Un film transcendant, philosophique. Puis malgré la futilité de la vie, malgré les déceptions de la vie amoureuse, il y a quelque chose qui est plus fort, qui s'élève, une croyance de vouloir être avec quelqu'un puis de partager sa vie. Toujours ce goût de se dire que ça vaut la peine. Fait que ça s'appellerait Ça en vaut la peine. On commence tant et aussi longtemps qu'on ne l'aura Mhm. pas. Puis d'expérience en expérience, je passe très proche les dernières fois. Il va me Mhm. dire ça à la fin. Je peux dire peut-être quelques mots, 2, 3 minutes maximum, si ça va. Ouais, 2 minutes, Euh, vas-y, ouais. 2 minutes, oui. Ben, tu sais, à mon sens, vraiment, l'apport de ce projet-là, quand j'en parlais Ouais. d'ailleurs avec l'étudiant-chercheur avec qui je parlais, Bastien, que je salue s'il est à l'écran, c'est vraiment d'avoir accès à une somme de paroles intimes d'hommes, Mhm. même si c'est un petit échantillon, même si c'est un profil d'homme peut-être plus sensibilisé et scolarisé, ça donne vraiment un accès à l'intime de ces hommes-là. Puis on voit bien comment la vie amoureuse est une sorte de voie d'accès qui est connecte direct à leur sensibilité, à leur Mhm. vulnérabilité, Ben ce qui est un ouais. terrain d'entraînement et d'apprentissage. Mhm. Il y a ça assurément. J'ai des idées pour la suite aussi, parce que je me dis, ça se peut pas, il y a quelque chose à Mhm. faire qui est de Ben l'ordre ouais. scientifique, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Juste cette installation-là, je me dis, il y a quelque chose peut-être au niveau artistique, moi, qui m'interpelle, un projet OK. vidéo, audio, documentaire scénique. Si jamais vous avez des idées, puis vous avez envie d'échanger, Ben ouais. n'hésitez pas à me contacter, mais j'aimerais ça en faire un livre, assurément, parce que il me OK. semble qu'il y a un projet éducatif qui est là. Il y a quelque chose qui est à partager, qui est à transmettre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Tout à transmission, fait. finalement, sur ces thèmes-là de la sensibilité et de la vie amoureuse par les hommes. Puis on Ben n'en ouais. sort pas indemne d'un projet comme ça. Moi, je me sens plus sensible qu'auparavant, OK. mais plus assumé, je pense aussi, parce que j'ai OK. tellement baigné dans ces histoires-là. Je pense que c'est sûr que ça me remettait dans ma propre quête de Ouais, ouais. sens, dans ma propre vulnérabilité aussi. On peut vivre de toutes sortes de façons. Ma même quête esthétique que tu nommais quand Mhm. tu m'as présenté là, Ouais, ouais. d'entrée de jeu. Puis, dernier élément là, tu sais, que j'aimerais dire, c'est Ouais. sûr que s'intéresser à l'amour, c'est aussi le premier ou un des grands problèmes qu'on rencontre, c'est de juste essayer de clarifier, on parle de quoi au juste, tu sais? Mhm. On Ben ouais. parle d'amour-passion, on parle d'amour engagé dans l'action, on parle Ben ouais. d'amour de toutes sortes de façons, toutes sortes de cadres conceptuels qui peuvent exister, mais j'aime bien Ben la ouais. définition de Scott Peck, que vous connaissez peut-être, qui est Oui. à relire là, dans les années 70, qui dit, lui, l'amour, c'est la volonté de se dépasser dans le but de nourrir sa propre évolution spirituelle ou celle de quelqu'un d'autre. Je trouve vraiment qu'on a accès là, à cette espèce de
chemin justement spirituel, appuyé sur une forme de quête esthétique, si on veut, là, qu'on a retrouvé dans les récits que je vous ai partagés. Puis je remercie les hommes qui ont participé et les personnes qui ont travaillé avec moi sur le projet, dont Bastien et Mathis, puis vous, comme comité organisateur aussi, là, pour l'occasion de participer à ce colloque-là. Merci. Merci beaucoup, Sacha. Tu sais, moi, en t'écoutant, 3 choses qui m'ont touché particulièrement. Un, peut-être je me trompe, mais tu parles de ces hommes-là avec affection. Ça, déjà, Oui. j'ai trouvé ça touchant. Ton oreille de chercheur, mais qui a été aussi avec le ressenti en même temps. Tu t'es laissé toucher par eux, puis ça paraît. Ton mur, moi, je sais quand t'as dit c'était ça, tu sais, au début, je savais pas c'était quoi, mais quand t'as dit que c'était ça, j'ai fait wow, OK. Tu sais, c'est l'idée d'expérience amoureuse chez les hommes affichée. C'est ça que j'ai trouvé beau et touchant. Puis dans cet ordre-là, j'aime ça quand tu dis que tu veux faire quelque chose avec ça. C'est parce que moi, juste ce que tu as raconté, ça m'a ramené dans mes propres expériences de vie, là. Tu sais, je trouve que ça inspire, ça démocratise la parole de l'amour chez les gars, ça donne le goût à d'autres d'en parler. Puis je suis sûr que les femmes haïssent pas ça, d'entendre les gars parler. Anne-Cécile est l'autre côté, là, puis je la vois, puis parmi les personnes les plus intéressées souvent, ou avec qui c'est le plus facile d'en parler même, c'est souvent des amis filles, hein. C'est pas nécessairement toujours les gars eux-mêmes. Puis toute personne aussi en dehors même de ces deux, des fois, de ces deux identités-là. Ouais. Vraiment, les personnes intéressées par ces expériences-là, finalement, de vulnérabilité, puis sont curieuses. Les gens sont curieux de ce qu'ils ont à dire les hommes, tu sais. Oui, c'est vrai. Il y a vraiment une place pour ça. Vas-y. Puis présenté par un homme aussi, tu sais, toi qui nous parles avec affection, sensibilité de l'amour chez les hommes. Puis j'aime ça aussi sur tu sais, de jeunes jusqu'à plus vieux, tout ce qui peut se passer dans le cœur des gars. Et moi, quand je t'écoutais, puis c'est toi qui peux peut-être me le dire, j'ai pas eu l'impression dans ce que tu m'as décrit que c'est des gars qui avaient peur de l'amour. Ils avaient peur de souffrir, tu sais, en devenant vulnérables, mais qui avaient envie de vivre l'amour. C'était surtout ça, en fait. Bien sûr, là, c'est sûr que le projet peut-être les invitait à parler essentiellement de ça, tu sais, de leurs histoires amoureuses. Je mettais pas l'accent sur les difficultés nécessairement vécues. Moi, je mettais la table, puis parlez-moi de ce que vous avez envie de me parler. En quelque sorte. C'est vraiment plus ça qui ressortait. Ben ouais. Ils ont eu envie de te parler, qui aimaient l'amour, qui aiment vivre. Qui ont le goût de vivre, qui en ont vécu aussi beaucoup pour certains. Oui. Pour d'autres, il y en a d'autres qui me disaient qu'ils ont l'impression de rien comprendre finalement à l'amour non plus. Ça reste un grand mystère auquel ils essaient de donner du sens puis qu'ils n'y parviennent pas. Les plus jeunes, parfois, c'était plus ça. Les plus vieux, c'était souvent, comme je disais, plus apaisé, en quelque sorte. J'en ai vu des plus vieux aussi qui ont mis l'accent plus sur les ruptures, puis parfois des ruptures catastrophiques, là, ou voire violentes même, de leur part ou de la part de l'autre. Mais sinon, c'est vraiment... il n'y a pas un homme, évidemment, c'est par volontaire. Il avait envie peut-être de parler de ça. C'est sûr qu'il y a quand même un échantillon, là, mais c'est inspirant pareil. Ils aiment ça parler de ça quand même, les hommes, les gars. Ils aiment ça parler de ça. Si on les invite directement, si on a une oreille ouverte, si on les laisse parler aussi, puis qu'on essaie de les comprendre dans leurs mots, je pense que ça peut être des pistes intéressantes pour les gens proches de ces hommes-là ou qui peuvent vivre certaines difficultés ou même en intervention. Qu'est-ce qu'on installe, tu sais, comme cadre pour les entendre? Ben oui, puis tu sais, moi je trouve aussi, Sacha, le travail que tu fais là, ça peut aider les plus jeunes garçons à parler de ce qu'ils vivent parce que tu le sais comme moi, il y a beaucoup de souffrance dans les relations amoureuses aussi. Puis quand les gars se referment là-dessus, ils souffrent encore plus. Fait que s'il y en a d'autres qui parlent de ce qu'ils vivent, ça peut leur donner le droit, tu sais, de parler puis de s'occuper aussi des souffrances pour continuer à aimer l'amour. Vraiment. Ah oui, je le voyais bien avec des jeunes gars, avec des jeunes tout court, tu sais, des jeunes gars, des jeunes filles, des jeunes, toutes les jeunes qui existent, là. C'est quoi ça, l'amour? C'est quoi ça, aimer? Tu sais, je pense au participant qui disait, lui, personne n'y avait appris ou il l'a pas appris. Fait qu'il est arrivé, puis il savait pas trop comment ça marchait, finalement, ces dynamiques-là. Sans dire que c'est un mode d'emploi à suivre ou pas, juste d'entendre des histoires qui existent, de s'en inspirer. Ça crée avoir le droit d'en parler. Juste ça. Avoir le droit.
c'était aidant. Puis quand je t'écoutais, ce que j'ai cru comprendre, c'est que les gars, plusieurs des gars ont pu connaître l'amour parce qu'ils ont transcendé le conditionnement du genre. Il a fallu qu'ils dépassent le conditionnement masculin pour avoir accès à l'amour. Mais en tout cas, les expériences qui semblaient les plus satisfaisantes, c'était effectivement des hommes qui disaient comment qu'ils avaient réussi à aller au-delà du déterminisme, là, d'être un homme, voici ce qu'est Ben un oui, homme, puis il n'y a rien à faire. Cette métaphore des masques, de l'armure, de la vulnérabilité aussi, parce qu'ils pouvaient en profiter plus, ils pouvaient ressentir des sensations ben en oui. plus, des Pour y émotions, avoir accès. une connexion avec quelqu'un, avec soi, puis avec quelqu'un aussi. Je sais que vous avez d'autres conférenciers qui vont en parler, Pascal, probablement aussi. Cette question-là de la sensibilité qui est un phénomène très humain finalement. Puis ce qu'il faut réussir, je pense que ce qu'ils réussissaient à faire, c'est les hommes dont tu parles de ce projet-là, c'est à tasser ce qu'il y avait dans le chemin de l'amour finalement. Puis Ben oui. pour plusieurs, c'était les plus âgés, tu sais, puis c'est quand même rassurant de savoir qu'on vieillit en mûrissant en quelque sorte ou en maturant. Là. Mais ouais, vraiment, c'était des hommes qui aimaient Qui ont ça finalement. dépassé leur conditionnement On aimait masculin ça, pour pouvoir goûter à l'amour, même s'il absolument. avait peur de souffrir, c'était l'accès, c'était de dépasser le conditionnement masculin. Oui, ouais, absolument. C'est une des voies, en tout cas, une des voies importantes, là. Mm. Puis qui les mettait dans leur propre vulnérabilité, ça va avec ce que tu nommes de conditionnement masculin aussi. Mais tu sais, le masculin, il est très éclaté actuellement aussi, le masculin au Québec et ailleurs, là. On est Mhm. vraiment à une période où les modèles se démultiplient. On peut construire plus son propre modèle qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sous tension et qu'il n'y a pas quand même des pressions sociétales, des normes qui nous forcent ou qui Mhm. influencent comment on peut devenir, qu'est-ce qu'on pense qui est acceptable de devenir aussi. Mais il y a quand même de l'espace de plus en plus pour remettre ça en question, à mon avis. Au-delà du conditionnement, retrouver la personne Ben qu'on oui, est et pouvoir connaître l'amour à partir de la personne et non du absolument. conditionnement. Vraiment. Écoute, Sacha, encore une fois, merci d'avoir brisé la glace. Puis moi, c'est pas pour rien que je t'ai mis en premier. J'avais le goût qu'on aborde de front quelque chose de sensible chez les hommes, l'amour. Je te remercie beaucoup. Puis tu sais, je te connais pas beaucoup, Sacha, mais quand je t'écoute, ça m'inspire quand même à une masculinité sensible et ouverte. Fait que, un gros merci encore, Sacha. Ça fait plaisir. Merci à vous autres, à toi et à ton équipe, Yvan. Puis je suis content d'avoir amené tous ces hommes-là aussi avec moi d'entrée de jeu dans le colloque. Ils vont nous suivre jusqu'à dimanche. À la Merci. prochaine, Sacha, Salut. peut-être. Bye. Ben oui. Donc, on va prendre une pause et on recommence avec Michel Doré. Oui, c'est ça, dans 15 minutes avec Michel Doré qui va nous parler de comment être antitoxique dans nos relations intimes. On va suivre encore l'intimité chez les hommes. À tantôt.